Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission À table avec Grace. Grace Boussanga pour vous accompagner. Et puis comme vous le savez, nous, tout ce qu'on recherche, c'est simplement des histoires inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec une femme extraordinaire de vision et qui impacte. D'entrepreneur à sénatrice, elle a accepté notre invitation ici. Madame la sénatrice Danielle Henkel, bonjour et bienvenue à ma table. Bonjour Grace, vous allez bien? Merci et vous? Merci de l'invitation. Vous portez un nom qui vous va à ravir. Merci Grace. beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je sais que votre calendrier est quand même assez chargé. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, j'aimerais beaucoup, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes, comment je peux dire ça? Vous êtes bien sûr une femme d'inspiration. Vous avez vécu plusieurs vies, mais surtout aussi, vous avez vécu dans une famille, en fait, qui prône justement certaines valeurs. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comment tout votre parcours a façonné, en fait, votre vision du monde. C'est une question très large, mais c'est vrai que je considère, ou du moins on dit de moi que je suis plutôt universelle. Et j'explique pourquoi. Je suis née au Maroc, dans une ville qui s'appelle Oujda, qui est à la frontière avec l'Algérie. Ma maman était juive marocaine et elle a choisi comme mari un Allemand catholique. Et vous savez que normalement, on est juif de par sa maman, mais maman a décidé de me baptiser catholique. Donc, c'est vraiment hors norme ma vie. Je me suis mariée, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 14 ans, et ensuite, on est allé en Algérie. Donc, j'ai été aux études en Algérie à l'université, mais je me suis mariée en Algérie avec un Algérien musulman. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour. Voilà. Avec qui, bien sûr, j'ai eu 4 magnifiques enfants et aujourd'hui, grand-maman de 7 petits-enfants. Donc, lorsqu'on a voyagé comme ça à travers les cultures, à travers les religions, à travers les différentes valeurs, parce qu'on parle de valeurs, je crois qu'on devient extrêmement sensible, mais positivement à l'autre. J'ai appris et j'ai voulu apprendre qu'on ne peut et on ne devrait pas juger l'individu, que ce soit par son genre, sa religion. Et ça, depuis toujours, c'est probablement un des enseignements que maman m'a laissé et de la vie le plus riche. C'est nous avons toutes et tous quelque chose à partager, quelque chose à donner, quelque chose aussi à recevoir. Et c'est dans cette ouverture-là qu'on découvre, mais alors un monde extraordinaire. Donc j'ai voyagé à travers les gens, j'ai voyagé à travers les cultures, à travers les religions. J'ai appris à mes enfants, et je leur ai demandé de lire les 3 religions monothéistes, et je leur ai dit, vous choisirez, pas d'imposition. Alors voilà un peu ce qui façonne mes valeurs et les valeurs de ma famille d'ailleurs. Super, donc vous arrivez au Québec dans les années 90. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, comme beaucoup d'immigrants, bien sûr, je suis passée avec ma famille par le processus normal. Et lorsqu'on a regardé mes capacités, compétences, réalisations académiques, on m'a dit « Waouh, vous n'aurez aucun problème à trouver un emploi à votre niveau. » Et j'ai dit « C'est parfait ». Donc, je me suis préparée à immigrer avec mes 4 enfants, ma maman et mon conjoint. Et arrivé ici, disons que ça a été plus complexe et plus compliqué que ce que l'on m'avait dit. Pourtant, comme je viens de le dire, réalisation, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le département d'État américain. J'ai été nommée l'employé mondial numéro 1 en 89-90. Merci. Et donc, arrivé ici, on me dit, non, vous n'avez pas comment est-ce qu'on va dire ça? L'expérience canadienne. Et là, oui, la fameuse expérience canadienne. Et honnêtement, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que c'est un choix que j'ai fait de venir avec tout un parcours, des réalisations, une volonté de contribuer. Puis il fallait que ça se fasse rapidement. J'avais 4 enfants à charge, une maman aussi. Puis là, on me dit, non, il va falloir que tu recommences de zéro. Mais vraiment,
de zéro, là. Donc, je suis passée, un exemple, je suis passée de 90 000 $ US par année à 19 000 $ par année. Wow. Vous comprendrez que c'est pas avec ça qu'on se trouve un loyer, qu'on peut payer ce qu'il faut pour les enfants et vivre. Donc ça a été très compliqué et très complexe, mon arrivée. Parce que moi, je m'en souviens, il y a aussi, il y avait une discussion. Vous étiez dans un panel de discussion, on parlait justement d'entrepreneuriat immigrant. Oui. Et il y a une phrase qui m'avait marquée. Vous avez dit qu'un immigrant, quand il décide de se lancer en affaires, c'est pas parce qu'il en a envie, c'est par nécessité. Absolument. Et j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vous est arrivé au final. Ah ben oui, vous savez, malheureusement, trop souvent, on attribue à l'entrepreneuriat le volet vedettariat. C'est vrai. Le volet succès. Tout est facile, on réussit, on fait beaucoup d'argent, c'est fabuleux. C'est totalement faux. Merci. C'est vraiment totalement faux. On peut parler de peut-être 1%, mais mondialement, imaginez, je parle d'1% là, de ceux qui se démarquent. Mais autrement, c'est totalement un travail excessivement demandant. C'est pour ça que je parle de l'entrepreneuriat comme plutôt d'une vocation. Parce que il faut vouloir, il faut être capable, il faut avoir on dit la couette dure. Il faut savoir qu'on va tomber. Mais c'est un choix qu'on a fait, donc il faut se relever. Mais c'est loin d'être un parcours simple, c'est un parcours du combattant, comme tout autre parcours professionnel. Donc, je n'ai pas décidé de devenir, en ce qui me concerne, une femme d'affaires parce que je voulais faire plus d'argent, parce que c'était glorieux. Non, je suis devenue femme d'affaires, je me suis lancée parce que je n'arrivais pas justement à trouver un emploi ou que quelqu'un fasse confiance ou suffisamment confiance à mes compétences pour me dire, vous méritez cela, on veut vous tester, hein, c'est bon, parfait. Je n'ai pas eu ça. Donc, j'ai décidé de créer mon propre emploi. Et vraiment, ça a été par nécessité et non pas par choix. Bon, j'ai fait, comme je l'ai fait dans d'autres cas, de cette opportunité-là, un succès. Mais est-ce que ça a été un succès du jour au lendemain? Mais absolument pas. Ça m'a pris des années à tomber, à me relever, d'apprentissage à la dure. Il y a eu des succès, bien sûr, mais mes échecs m'ont énormément appris. En fin de compte, je vous dirais que ce sont mes échecs qui ont fait que j'ai le mieux appris, que j'ai appris aussi la résilience, parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc c'est un trait de caractère chez moi. C'est pas de l'acharnement, c'est de dire, je vais y aller, puis je sais que je vais rencontrer des difficultés, mais il faut que je trouve la solution. Je sais qu'on est capable de faire ça en tant qu'être humain. C'est intéressant parce que vous parlez justement de votre famille et je vois que votre famille est énormément présente dans vos entreprises. Est-ce que pour vous, c'était important de l'inclure? Ben, oui, parce que je suis maman poule. Je suis très protectrice. Et ça se comprend. Vous savez, quand on quitte un pays, on quitte ses racines, on quitte ses points d'ancrage. Quand on arrive dans l'inconnu total, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, à part le petit cocon. Donc moi, c'était mes enfants, puis mon ex-conjoint, ma maman. Mais j'avais que ça, dans un monde qui était totalement inconnu. Donc, j'étais devenue encore plus protectrice. Mais, si on parle de mes enfants en entreprise, je vous dirais que ça a été un choix de leur part. Et je crois que j'ai seulement fait un geste à un moment de ma carrière, au tout début. J'ai demandé à mon aînée, Linda, qui était à l'université et qui travaillait pour finir ses fins de mois. Elle était très indépendante, elle l'est encore d'ailleurs, c'est vraiment une femme d'affaires. Et je lui ai dit, j'aimerais que tu m'aides
surtout cet été, pour faire des appels, puis enregistrer. Puis elle me dit, maman, je connais pas tes affaires, et puis je sais même pas utiliser ton ordi. Là, moi, j'ai dit, s'il te plaît. Vous savez comment culturellement, c'est difficile de dire non dans notre culture à nos parents. Donc elle me dit, ok, mais seulement l'été. Je te donne 2 mois. J'ai dit, je te remercie, le temps de trouver quelqu'un, parce que ça prenait des sous. Hein. Comme elle me dit, je suis devenue le cheap labor. Mais cet été-là, c'est aujourd'hui 21 ans. Waouh. Ouais. Donc, tranquillement, j'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon, Linda, Nawel, Amel et Kader. Les 4 ont commencé à se joindre et ils ont découvert un monde où, d'abord, je leur ai fait aucun cadeau et ils ne me l'ont pas demandé, mais ils ont commencé tous à la base. Ils ont appris de l'entrepôt à des départements basés sur leur intérêt, mais je tenais à ce qu'ils apprennent l'entreprise et non pas juste une spécialité parce qu'on est bon dans cette spécialité. Je voulais qu'ils comprennent le parcours au complet. Alors mes enfants, dans une moyenne, puisqu'ils étaient 4 et qui sont rentrés de façon progressive, je vous dirais que j'ai collaboré avec eux pendant presque 20 ans. Wow. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est mon aînée, Linda, et Amel, la cadette, qui ont repris le groupe. Et moi, j'ai une question. Est-ce que quand vous vous êtes lancée en entreprise, vous attendiez à tout ça? Pas du tout. Alors là, pas du tout. D'abord, je vous dirais, c'est fabuleux. Vous savez, quand on n'est pas réellement entrepreneur, d'abord, ça veut dire quoi? Ouais. Vraiment, ça veut dire quoi? À part avoir la volonté de faire quelque chose, de mettre au monde quelque chose, est-ce que c'est un produit, un service? Moi, c'était un produit. Mais je me suis juste arrêtée à ça. Je me suis dit, je vais faire ce produit, puis je vais le vendre. Puis disons que la vision s'arrêtait à ça. Bien sûr. Jamais j'aurais cru que c'est grâce à mes clients et mes clientes. Parce que quand on apprend sur le tas, et j'ai appris sur le tas. Vous savez, le mentorat de mon temps à moi, il y a une 30aine d'années, c'était pas pour des gens qui démarraient comme moi. Ouais. C'est pour ça que je prône beaucoup le mentorat. C'est hyper important. Et donc, quand j'ai commencé, je me disais, mes clientes ont commencé à dire, mais ton produit est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Il fait plus que ce que tu nous dis. Mais c'est ça, c'est never oversell. Hein. Il ne faut jamais vendre trop. Il faut laisser nos clients découvrir les bienfaits de quelque chose. Et là, ils ont commencé à me demander, mais qu'est-ce que tu as d'autre? Et là, j'ai fait, oh ah bon? Alors, je me suis mis à la recherche d'autres produits, d'autres équipements. Et ça m'a emmené à grandir de plus en plus, à promouvoir une vision que j'avais, qui est la vision du santé-beauté. Vraiment santé. Donc, pour moi, le corps est capable de se réparer. Il faut juste le stimuler adéquatement. Super, merci beaucoup, madame. On va prendre une courte pause et vous restez avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout à l'heure. Retour à votre émission À table avec Grâce. Je suis toujours en belle compagnie de la sénatrice Danielle Henkel. Donc, madame, tout à l'heure, on parlait justement de votre parcours entrepreneurial. Moi, il y a quelque chose, c'est que vous n'êtes pas que entrepreneur. Je me souviens, en fait, la première fois quand j'avais vu votre biographie complète, j'étais tellement impressionnée, j'étais « Oh my God !» Donc, c'est ça, ambassadrice donc, économique. Vous avez aussi eu l'occasion de siéger sur plusieurs comités de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes aussi, je crois, c'est commandante en chef honoraire. Oui, je suis lieutenant-colonel. Honoraire de Maisonneuve, du régiment Maisonneuve. La première femme dans ce régiment qui existe depuis presque 180 ans. Puis je suis aussi capitaine, la première femme capitaine honoraire de la garde côtière canadienne. Donc oui, disons que les plafonds de verre, j'aime ça. Je trouve que c'est quand ça éclate en morceaux, là, c'est fabuleux. C'est ça, moi j'étais tellement impressionnée parce que je me rends compte que vous êtes, comment je peux dire ça, vous arrivez à trouver du temps à donner, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il faut donner, mais aussi... Oui. Mais moi j'aimerais savoir ces devoirs citoyens que vous faites, est-ce que c'est lié plus ou moins à la personne que vous êtes? Absolument. Vous savez, il y a une chose qu'on doit
se rappeler, en tant qu'être humain. Je crois qu'on doit toutes et tous comprendre que nous avons une responsabilité citoyenne. On ne doit pas penser qu'on est juste là de façon inerte, inactive. Nos voix, nos gestes, nos mots, nos actions comptent. Ils vont compter à l'intérieur de la maison, mais ils vont compter à l'extérieur de la maison. Et plus on va vouloir s'intéresser, aller vers l'autre, comprendre les choses qui peut-être nous dérangent d'ailleurs. Moi, j'aime aller vers ce qui, à mes yeux, à moi, ne fonctionne pas, parce que c'est une perception, hein, peut-être. Donc, on a tellement de perceptions, mais au lieu de rester avec cette perception-là, j'aime aller et la confronter. Bon, si c'est une personne, je vais aller la voir, lui demander qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, comment elle le fait. C'est s'enrichir de l'autre, mais s'enrichir aussi pour nos responsabilités, justement, citoyennes. Donc, si je ne m'implique pas dans ma communauté, si je n'essaie pas d'aider d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des gens qui ont des voix, mais il y en a d'autres qui ont autre chose, mais on peut toujours aider. J'ai été dans des écoles de bas âge, à des cégeps, aux universités, pour rencontrer justement ce qu'on appelle des écoles dans des quartiers défavorisés. Ben, c'est là que je veux aller. Parce qu'il y a des perles partout. Puis il faut justement leur dire, moi, quand je m'assois avec eux, puis je leur dis, moi, j'ai commencé dans une famille, maman était très riche, mais elle a tout perdu. Donc, je me suis retrouvée d'un palace à une petite chambre. Mais je ne me suis pas définie par ça. J'ai étudié, j'ai voulu apprendre pour que je réussisse. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ma contribution, elle va toujours être prioritaire pour moi, à tous les niveaux. Comment je peux contribuer, envers qui? Bien sûr qu'il y a des causes qui, pour moi, sont plus importantes que d'autres. L'éducation, la santé, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, parce qu'il y a tout un message à transmettre. On doit les écouter. On doit les inclure dans nos discussions et dans nos idées. Ils ont des idées extraordinaires. Définitivement. Ah, mais c'est fabuleux. Moi, je me dis des fois, mais oh là là, parce qu'on est... L'adulte finit par se retrouver dans des paramètres et dans des carcans. Les jeunes ne le sont pas. Pas du tout. C'est pour eux, c'est de la créativité pure et dure. Laissons-les rêver. Laissons-les créer. Et c'est pour ça que j'aime m'entourer de jeunes, m'entourer de personnes âgées. C'est des encyclopédies. C'est magnifique. Il faut les écouter. Ils ont tellement de choses à nous dire. 100%. Ah, c'est... Vous savez, ce que j'ai appris, je l'ai appris des deux extrêmes. Des jeunes, d'ailleurs mes enfants m'ont appris beaucoup. Vous savez, des fois, quand j'étais en entreprise, au début, c'est moi qui l'ai créée, fondatrice, je pensais tout savoir. Ben oui. Quand ils arrivaient avec des idées, c'est juste le fait de les regarder, c'était comme, OK, prenez les décisions. Ben, je me suis trompée plus d'une fois. Et lorsque j'ai compris tranquillement que les idées qui étaient apportées par mon fils et mes 3 filles, quelquefois, que je n'avais pas choisies, étaient les bonnes. Et tranquillement, j'ai commencé à lâcher prise. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que mes enfants, qui peut-être demain vont reprendre le groupe, puissent réussir si je ne leur laisse pas la possibilité de faire des erreurs. Intéressant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que moi j'ai appris. C'est essai-erreur. Essai-erreur. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Au contraire, c'est la vraie meilleure façon d'apprendre. Donc, il y a faire des erreurs par exprès ou faire des erreurs parce qu'on veut apprendre. Exactement. C'est 2 choses différentes. Moi, je veux apprendre. Donc, je pense que je vais continuer de faire des erreurs. Ça, c'est super. Parce que là, maintenant, on va parler justement du volet, de votre nouveau volet. Donc, il y a quelques mois, vous avez été nommée sénatrice. Moi, j'aimerais savoir, vous étiez... Oh, une belle pine en plus. Absolument. Je la porte près du cœur. Ah, super. Moi, j'aimerais savoir, vous étiez où quand vous avez appris la nouvelle? Oh, vous voulez avoir derrière les coulisses? C'est ça. Alors, vous savez comment se passe le processus pour que les gens puissent comprendre que depuis 2016, M. Trudeau a
demandait à ce que le Sénat devienne indépendant. Oui. Donc, pour devenir sénateur ou sénatrice, il faut poser sa candidature soi-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient te dire parce que tu es partisane ou pas. Donc, j'ai déposé ma candidature 3 ans et demi. Ça a pris 3 ans et demi pour que je sois appelée. Oui, oui. C'est un long processus, mais je ne le savais pas. Donc, pour moi, je pensais que c'était fini. J'avais déposé, puis j'avais été éliminée ou écartée, parce qu'il y a des gens qui sont extraordinaires aussi. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que pendant des années, les gens m'ont donné leur confiance. Ils m'ont porté, ils me portent encore comme voix publique. Donc, personnalité publique, oui, j'ai motivé, oui, j'ai contribué. Mais je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour changer les choses positivement? Comment je peux contribuer plus? Et l'idée de devenir législatrice, donc de changer peut-être des lois ou d'amener des idées différentes à ce niveau-là, au niveau des gouvernements, je me suis dit, waouh, ce serait tellement un privilège. Quel legs! Quel legs! Et donc, j'ai déposé ma candidature. Et je me rappellerai que 3 ans après, 3 ans et demi, j'étais dans la voiture, je me rendais à un rendez-vous et je reçois un appel et on me dit « Bonjour madame, c'est le bureau du Premier ministre, nous vous appelons parce qu'on voudrait vous demander un peu de temps, on a des questions à vous poser, est-ce que vous êtes toujours intéressée par la candidature de sénatrice ?» Et j'ai fait « Hein ?» Mais dans la voiture, tu comprends que c'est comme « What ?» Mais j'ai osé dire « Excusez-moi, c'est pas le bon timing. Est-ce que vous pourriez me rappeler demain ?» Je me suis dit, t'as du culot, Daniel. Mais c'est vrai, parce que j'étais pas dans une position. Et ils m'ont rappelé. Donc, on a pris un rendez-vous et j'ai eu à parler et à répondre à des questions pendant presque 2 heures. Wow. Donc, beaucoup plus de questions encore plus loin. Et ensuite, on m'a dit, vous savez, ce n'est pas une promesse que vous êtes nommée, c'est un processus qui continue. Donc, on peut vous dire que vous êtes 3 en ligne. Vous faites partie des 3, mais on ne sait pas qui sera choisi. Donc, on va continuer. Vous recevrez normalement un appel, si c'est vous, par le bureau du Premier ministre. Et donc, imaginez, de ce jour-là, jusqu'au moment où j'ai reçu l'appel, qui était à peu près une dizaine de jours, une semaine, une dizaine de jours, pensez-vous que je dormais? Non. Non. Je me suis dit, sapristi, parce qu'encore, c'est oui, mais peut-être. Et donc, j'ai reçu l'appel du bureau du Premier ministre. Et je suis rarement très impressionnée avec... Vous savez, je vais avoir bientôt 70 ans, donc avoir tout vu, presque tout vu, j'arrive en fin de carrière, comme on dit, puis je tremblais. Oh. Ah ben oui. Ah ben oui, mais oui, cet appel-là, les mots qui ont été prononcés par le Premier ministre, je les garderai toujours, parce qu'il m'a vraiment dit pourquoi il m'avait choisi. Et ça, c'est quelque chose qui va me marquer pour toujours. C'est en quelques phrases le résumé d'une contribution cohérente, constante, crédible pendant 35 ans. C'est ça. C'est 35 ans d'une vie où j'ai essayé de faire de mon mieux. C'est vraiment ça. Sans attente. Sans attente. C'était la chose à faire. Et donc, lorsque j'ai été nommée, la journée était fabuleuse. C'est le 14 février 2025. Donc, en plus, j'ai été nommée le jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, oh my God, quel beau cadeau. Et c'est beau parce que c'est quelque chose de personnel que je vais partager. Le 19 décembre, ça sera le 3e anniversaire où mon deuxième conjoint est décédé. Marc. Et beaucoup d'amour, Marc. Et là, j'ai levé les yeux, puis je me suis dit, c'est son cadeau. C'est son cadeau, le 14 février. Et je sais qu'il est très fier parce qu'il savait que j'avais déposé ma candidature et il était tellement heureux pour moi. Donc voilà, il m'accompagne. Et le jour où j'ai été intronisée, j'ai porté une robe que j'avais jamais portée avant, mais qui m'avait été offerte par Marc. Avec un bijou au cou qui m'avait été offert par Marc. Et lorsque ils ont ouvert
tu sais, les portes, et que tu rentres dans cette chambre, c'est tellement rempli d'histoire, de sens. J'ai dit à mes enfants qui étaient dans les tribunes, mes petits-enfants et quelques amis, j'ai dit, j'ai sur une des épaules maman et sur l'autre Marc. Magnifique. Ouais, donc c'était très émotif. Magnifique. Là, vous rentrez dans l'histoire, vous Oui. laissez un legs. Qu'est-ce Oui. que vous voulez laisser? Vous savez, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule en ce qui concerne les projets, ou du moins ce qui, pour moi, est important. L'entrepreneuriat. Les petites et moyennes entreprises resteront véritablement un point crucial pour moi. Donc, défendre, faire valoir, essayer d'aider le plus possible au niveau, justement, des lois, des règles. Les femmes, leur positionnement, leurs droits, parce qu'on ne doit pas régresser avec tout ce qui se passe dans le monde. Définitivement. C'est vraiment très important que le Canada reste ce qu'il représente et s'améliore. Parce qu'on est bien, mais on peut faire mieux. Beaucoup mieux pour les femmes, pour les jeunes filles. C'est important. Mais à tous les niveaux, au niveau des STEMs, il faut qu'on reconnaisse que 50% de cette population doit avoir aussi une facilité à contribuer à ce pays, à cette économie. Et elles le veulent. Donnons-leur cette opportunité. Et bien sûr, l'éducation et la santé. Donc, ça reste mes points d'ancrage. En tout cas, Madame Henkel, on arrive bientôt à la fin justement en fait de cet épisode. Moi, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation. On est entouré de plein de jeunes ici, donc je pense qu'ils vont ressortir tous inspirés. Et en tout cas, on va vraiment suivre toutes vos aventures et puis vous accompagner. Donc merci beaucoup. Et puis à vous qui nous regardez, on se retrouve très prochainement. À bientôt.